Plus le coût du travail est élevé, plus il y a de chômage. Je me bats parce que le coût du travail en France est trop cher. Il faut parler du coût du travail. Le coût du travail, voilà l'ennemi. C'est l'un des principaux éléments du discours patronal. Il suffirait de réduire la part du salaire brut pour que l'embauche coûte moins cher à l'employeur et que dès lors, il se mette à embaucher davantage. La réduction du coût du travail serait donc l'outil miracle pour accroître la compétitivité des entreprises. Et si on bousculait un peu cette idée reçue? Bienvenue dans Question d'Option, un podcast de la rédaction d'Option. Aujourd'hui, on va se poser la question suivante. Le travail est-il vraiment trop cher en France? Et ce fameux coût du travail est-il la cause du chômage? Pour le savoir, on a demandé à Clément Carbonnier. Il est professeur d'économie à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il a sorti en 2025 l'ouvrage Toujours moins, l'obsession du coût du travail ou l'impasse stratégique du capitalisme français. C'est aux éditions La Découverte. Il a aussi dirigé l'une des équipes chargées d'évaluer l'un des principaux dispositifs de baisse du coût du travail, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE. Clément Carbonnier. Sur le CICE, on a essayé de tester l'impact sur l'emploi directement à partir d'études statistiques, en prenant les comptabilités des entreprises, avec des méthodologies où on essaye de repérer avant la réforme les entreprises qui vont être le plus impactées par la réforme, et puis ensuite on regarde si les comportements de celles qui sont plus aidées divergent de celles qui sont moins aidées de ce point de vue-là. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que celles qui touchaient le CICE n'ont pas créé plus d'emplois. C'est aussi le cas des mesures similaires d'exonération de cotisations sociales, comme il a pu y avoir en Scandinavie, notamment, là où il y a des cotisations sociales relativement importantes. La relation directe supposée entre le coût du travail et l'emploi n'est pas vérifiée dans la pratique. Pourtant, depuis, on va dire, le milieu des années 2010, le chômage a quasiment baissé de 2 points et on ne cesse de nous répéter que c'est grâce aux réformes, grâce notamment au CICE. En l'absence de cette politique, on aurait eu de toute façon des créations d'emplois, puisque on sortait d'une crise. Et après une crise, il y a un rebond. Et ce rebond, on l'a observé chez nos pays voisins, qui, alors pour certains, avaient déjà eu ces politiques-là, mais longtemps avant, et qui, au contraire, pour certains, ont eu des politiques inverses. Elles ont augmenté, ou créé, pour certaines, un salaire minimum, qui va dans le sens inverse d'augmenter le coût du travail. Et finalement, ces pays-là, qui ont eu le schéma inverse de la France, elles ont vu les créations d'emplois de la même manière. Elles ont vu la baisse du chômage de la même manière. Et donc ça, c'est quand même un bon signe que cette amélioration, elle est conjoncturelle et elle est pas liée à ces politiques de coût du travail. Alors, ce qu'on apprend aussi en lisant l'ouvrage de Clément Carbonnier, c'est que ces politiques de réduction du coût du travail, non seulement c'est pas vraiment efficace, mais en plus, ça coûte un pognon de dingue. Rien que le CICE, on le sait, c'est environ 20 milliards par an pour les caisses de l'État. Mais cette stratégie de réduction du coût du travail, ça ne date pas du CICE. Clément Carbonnier revient sur la mise en place de ces politiques et sur ses conséquences concrètes sur nos vies. Il n'y a pas eu que les exonérations de cotisations sociales. C'est-à-dire qu'on a commencé par ça, dans les années 80, puis dans les années 90, les exonérations de cotisations sociales. Mais en fait, en parallèle, il y a cette idée qui était plus générale qu'il faut baisser le coût du travail. Et donc, ça a été un des moyens de le faire, ça a été le financement de la protection sociale. L'idée, c'était de dire, on garde le net de la même manière et on garde la sécurité, le financement de la sécurité sociale en compensant à la sécurité sociale les pertes. C'est-à-dire que si le budget de l'État, au lieu de financer les services publics, finance la protection sociale à la place des cotisations sociales, il y a un manque à gagner pour les services publics. L'État, à partir du moment où il paye, il veut aussi payer moins. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu aussi, à partir de ce moment-là, à partir à peu près de la même époque, des gros efforts qui ont été mis en place pour réduire le coût de la sécurité sociale, pour avoir finalement moins à payer. D'accord ? Donc la première phase pour baisser le coût du travail, c'est dire on change le financement de la protection sociale. La deuxième phase, c'est dire en fait on va réduire la protection sociale ou maîtriser le coût. Donc là déjà il y a 2 effets qui sont assez importants sur les conditions de vie et notamment sur les inégalités, puisque quand on réduit la sécurité sociale et quand on réduit les services publics, c'est plus dommageable aux ménages les plus fragiles, les moins riches, qui peuvent moins s'acheter de la protection sociale privée sur les marchés, etc., etc. Donc, ensuite, la logique a été tellement finalement intégrée que pour aller plus loin, on s'est attaqué aussi au salaire net. Plus récemment, à travers un certain nombre d'autres réformes. Donc là, peut-être les plus emblématiques, celles qu'on voit bien, c'est la réforme de l'auto-entrepreneur
qui est massivement utilisé en fait pour contourner les règles du salariat, mais aussi des réglementations sur la négociation collective à travers les lois El Khomri, puis les ordonnances travail, en fait, qui visent à diminuer le pouvoir de négociation des salariés et donc, in fine, d'espérer que ça aura des impacts sur la baisse du coût du travail, mais là, cette fois, sur soit les conditions de travail, soit le salaire net. Et puis, les dernières en date, c'est les réformes de l'assurance chômage, qui vont aussi dans cette optique-là, puisqu'il y a vraiment, d'ailleurs dans la communication du gouvernement, il y avait l'idée, mais il y a des pénuries de main-d'œuvre, et donc il faut forcer les gens à accepter, c'est-à-dire en fait à accepter quoi ? Accepter des emplois de moins bonnes conditions et moins rémunérés. Et donc en fait ça rentre aussi dans cette stratégie du coût du travail. Alors là, arrive le moment où on est obligé de se poser la question. Si ça ne crée pas d'emploi, si ça génère des inégalités et si ça plombe le budget de la sécurité sociale, pourquoi le faire ? On a dit tout à l'heure que ça ne créait pas d'emploi, mais ça a augmenté les inégalités. En fait, si ça augmente les inégalités, c'est qu'il y a des perdants et des gagnants. Il y a les gagnants directement, comme on augmente les marges des entreprises, les gens qui bénéficient de ces marges-là, principalement les actionnaires, mais aussi finalement parmi des travailleurs les mieux rémunérés, on a dit qu'il y avait un peu de partage de rente aussi avec eux, et derrière, les plus riches vont aussi bénéficier de services personnels moins chers. Derrière, en fait, c'est une politique de classe, d'une certaine manière, parce que ces gagnants, c'est pas n'importe qui, et ces gagnants ont peut-être plus de poids sur un certain nombre de décisions. Il faut en faire un débat public pour mettre la pression sur les décideurs. Ça passe par les médias, par les syndicats, par tout ce qui peut forcer le débat. Parce que justement, si on pose le débat, en fait, les arguments vont être en défaveur de ces politiques de baisse du coût du travail. Pour creuser ce sujet, on vous conseille évidemment la lecture de Toujours moins, l'ouvrage de Clément Carbonnier aux éditions La Découverte. Merci de votre écoute. C'était Question d'Option, un podcast préparé par la rédaction d'Option. Réalisation Nicolas François, relecture Guillaume Lenormand, édition Lénie Nicolet, rédaction en chef Christine Lab.